Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver en ce vendredi saint. Toute l'actualité près de chez vous, invités, météo, découvertes, reportages, spectacles et les sports bien sûr en ce week-end de Pâques avec en football l'AS Monaco FC qui attaque son sprint final. Plus que 5 matchs, ça commence par la réception demain de Strasbourg à 19h au Stade Louis II. Comment trouver la bonne tenue en entreprise? Quelles sont les nouvelles tendances pour rester dans la bienséance? Nous prendrons conseil tout à l'heure auprès de Maxime Pat, cofondateur de la plateforme Visual. Et puis à la Villa Sauber, des enfants de 8 à 12 ans ont pu, aux côtés de membres de l'association de Fil en Aiguille, connaître un peu mieux l'univers de la broderie et des costumes. Un domaine que maîtrise parfaitement un artiste très attaché à la principauté, le chanteur Grégory Bakian, qui sera notre deuxième invité, après avoir eu la confirmation de pouvoir monter l'année prochaine sur la scène de la mythique salle parisienne, l'Olympia. À chacun son Olympe. Dernière ligne droite pour les footballeurs monégasques aujourd'hui, deuxième du championnat de Ligue 1 derrière l'intouchable Paris Saint-Germain, déjà sacré. 5 matchs pour Monaco pour conserver cette place de dauphin. Et tout commence demain par la réception de Strasbourg au Stade Louis II. Une équipe très joueuse, cette équipe alsacienne a vaincu depuis plusieurs rencontres et toujours candidate à l'Europe. Sentiment d'avant-match avec le milieu de terrain monégasque, Lamine Camara. Strasbourg, c'est une équipe très jeune. Ils ont vraiment de la qualité. On a vu sur leurs 5 derniers matchs. Ils font des belles choses. Mais bon, nous aussi, on a nos atouts. Et on s'est préparé pour ça. On s'est préparé pour ce genre de match. Et voilà, on va les prendre au sérieux, essayer de gagner le match. Ils ont vraiment des joueurs de qualité. Et voilà, on a analysé les matchs d'aujourd'hui, leurs matchs. Et voilà, on a vu beaucoup de choses. Ils ont vraiment de la qualité. Et voilà, nous, on va s'entraîner, on va aller bien les préparer pour aborder bien le match. La rencontre demain, 19h, au Stade Louis II. Et le coup d'envoi sera donné par le tennisman Romain Arneaudo qui a offert en double, aux côtés de Manuel Guinard, un premier titre à la Principauté de Monaco. C'était dimanche dernier au Rolex Monte Carlo Masters. À surveiller ce week-end en sport toujours, avant le quart de finale d'Euroleague, au meilleur des 5 manches, avec 2 premières rencontres à la maison pour la Roca Team, mercredi et vendredi face à Barcelone. Place ce dimanche, 16h30, au championnat de France, avec un déplacement à Dijon. En Formule 1, on surveillera la prestation de Charles Leclerc à Jeddah pour rester au plus près des meilleures écuries du moment, que ce soit McLaren, Red Bull et Mercedes qui sont juste devant. Qualification samedi à 18h40 et Grand Prix dimanche à 19h en Arabie Saoudite. Pendant ce temps-là, à Monaco, les préparatifs continuent de plus belle avant le rendez-vous du 25 mai prochain pour la Formule 1 justement et la double épreuve auparavant pour les e-prix, ce sera le 3 et le 4 mai. Hier, après nombre de séances d'entraînement, de cohésion et de répétition, s'est tenue à l'espace Léo Ferré la traditionnelle réunion générale du corps des commissaires de course, avec pour tous un même objectif, être fin prêt pour ces grands rendez-vous très attendus dans les rues de la Principauté. L'Assemblée générale des consuls honoraires a eu lieu à la salle Belle Époque hier soir de l'hôtel Hermitage, en présence d'Isabelle Béraud, ministre d'État par intérim, et des conseillers de gouvernement. Après le discours et le bilan du dernier exercice présenté par le président Marc Lecourt, cette soirée a été marquée par la nomination de 2 nouveaux membres d'honneur, le colonel Luc Fringant et le lieutenant-colonel Laurent Solaire. Adieu costume, cravate, tailleur et talons, la mode se réinvente en entreprise et les normes ont évolué, changé depuis quelques années. Quels sont les interdits, les bonnes manières, les règles en société? Pour nous aider dans notre choix vestimentaire au bureau, nous avons sollicité l'aide du cofondateur du site de mode en ligne Visual pour ne pas commettre d'impair de faute de goût. Maxime Pat est avec nous ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir et merci de me recevoir sur le plateau ce soir. Et très heureux de vous retrouver parce que nous avons besoin bien sûr de vos précieux conseils. Vous, le directeur et cofondateur de Visual, on prononce un peu à l'américaine bien sûr. Et donc, Visual ça rime avec casual, casual chic bien sûr. C'est ce que l'on dit souvent pour s'habiller quand on est dans le cadre de l'entreprise. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, puis il y a des jours où on aimerait bien renvoyer tout simplement notre image. C'est ça le plus important, peut-être, c'est ce renvoi d'image? Il faut que la manière dont on s'habille nous donne confiance et il faut qu'on se sente à l'aise dans nos vêtements et dans le monde professionnel. Il y a des entreprises qui vont, on va dire,
laisser beaucoup de liberté aux collaborateurs pour s'habiller comme ils veulent, d'autres un petit peu moins, et d'autres qui vont peut-être laisser beaucoup de liberté, mettre des règles au fil de l'eau. C'est un petit peu à la carte aujourd'hui, on va Oui, en dire. tout cas, on est bien loin de la torture de ces fameux costumes, vous savez, pour les hommes très étriqués, et pour les femmes, pour les working girls, les fameux tailleurs rigides, les talons hauts. Alors ça, c'est encore une réalité aujourd'hui dans certains secteurs. Il y avait par exemple le sommet pour l'IA à Paris il y a quelques semaines ou même quelques mois maintenant, où c'était vraiment la rencontre de deux mondes. Un monde un petit peu ministériel qui est toujours en costume cravate et un monde, disons, start-up investisseur qui est un peu plus casual, casual Friday. Ah oui, la fracture, elle est là, hein, bien là. On va dire qu'il y avait l'avant-Covid et l'après-Covid. On s'accorde finalement plus de liberté aujourd'hui en télétravail. On l'a vu, hein, déjà, on pouvait faire ce qu'on voulait. C'est plus dans les normes aujourd'hui d'arriver sur son lieu de travail avec un jean, un grand sweat, une capuche, il n'y a plus de souci. Même avec un sweat avec son nom dessus. Alors moi, je pense que c'est la norme quand on se connaît bien. C'est-à-dire que quand on ne connaît pas la personne et qu'on ne sait pas comment en fait elle va prendre les choses, souvent on fait un effort. En revanche, quand on commence en fait à connaître les gens, on va s'accorder une plus grande liberté. Je sais que moi, par exemple, en tant qu'entrepreneur, quand je vois mes investisseurs, au début, tout le monde est très bien habillé. Et puis quand on commence à devenir plus familier, on va s'autoriser des libertés à mettre, voilà, bon, pas forcément le fut à capuche, mais la paire de baskets, le jean du costume. Et comme ça, à chaque rencontre, disons, on se détend tous. Mais rassurez-moi quand même, on est toujours sur le code 3 couleurs hein, pour être assorti au mieux. Ah, ça dépend de chacun. Là, je vois que vous le respectez parfaitement ce soir. Moi, je suis plutôt à deux couleurs, mais il y en a qui en mettent plus. Après, enfin, s'habiller, c'est aussi transmettre sa personnalité. Il y en a qui sont à l'aise avec les trois couleurs, d'autres qui sont à l'aise avec 15 couleurs ou certaines une. L'objectif, c'est que chacun se sente à l'aise et tranquille dans ses vêtements, quoi. C'est un cliché, mais l'habit fait-il toujours le moine? Ah, comment répondre à cette question? Ah, c'est pas facile. Je dirais que le moine va prendre des habits de moine, et puis après, il va prendre ses propres habits au fil de l'eau, quoi, on va dire. Vous avez parlé un petit peu politique hein, tout à l'heure. On s'aperçoit même à l'Assemblée nationale en France que certains députés, peut-être un peu rebelles, ne s'habillent même plus casual, mais viennent carrément en t-shirt, voire en pull. Ouais, mais je pense qu'après, il y a des gens qui associent peut-être une manière de s'habiller à une manière de travailler. Où on peut se dire, si on s'habille un petit peu cool, c'est qu'on travaille sans rigueur. Et ça, je pense que c'est une image qui est maintenant totalement fausse. On se rend compte dans le monde du travail qu'on peut rencontrer des gens qui sont extrêmement compétents et qui vont pas du tout être habillés dans ce que le secteur appelle la norme, à savoir un costume ou en cravate. Et je pense que les gens qui vont de l'extérieur dire oui, il faut que tout le monde porte une cravate, sous-entendu, tout le monde travaillera mieux comme ça. Non, c'est faux. Et je pense que tout le monde est assez ouvert maintenant pour se rendre compte de ça. Bon, on est bien d'accord, on peut s'habiller comme on le souhaite, sauf dans les impétos bien sûr, un blouse obligatoire. Mais vous nous le confirmez, il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'interdiction aujourd'hui en France par exemple. Non, après, tout dépend de la culture de chaque entreprise. Je pense qu'il y a des entreprises où ça peut être très libre au début, puis peut-être certaines personnes un peu dépassent les bornes, où l'entreprise sera amenée à mettre des règles sur ce qui est considéré comme une tenue décente, par exemple. Et ça dépend vraiment de chaque secteur. Est-ce qu'on voit beaucoup nos clients ou pas? Il y a quelque chose d'assez désagréable quand vous êtes en rendez-vous, si vous êtes en grand décalage avec vos interlocuteurs. Si par exemple j'étais peut-être en débardeur là pour parler de ça, alors que vous êtes en costume, ça pourrait créer un décalage qu'on n'a pas forcément envie de vivre quand on rencontre des gens. Donc on va plutôt essayer de s'habiller bien, ce qu'on considère bien pour ce rendez-vous, pour pas prendre le risque d'être en décalage. Et on voit avec les joueurs de football ou les pilotes de Formule 1 comme Charles Leclerc ou Lewis Hamilton par exemple, qui s'habillent complètement différemment. C'est un dress code qui plaît aux jeunes bien sûr. On le voit hein, dans le football par exemple aussi depuis quelques temps, où l'on s'amuse du choix des joueurs. Alors arrivé à Clairefontaine, c'est un véritable défilé de mode, hein. Ouais, effectivement, c'est toujours un peu surprenant d'ailleurs, mais je sais pas si eux se sentent bien là-dessus. On a l'impression que ça devient un petit peu, enfin, je sais pas à quel point ils se forcent à le faire ou pas, mais ça devient un peu un rite de passage. Bon, après, moi personnellement, ça m'inspire pas énormément, mais s'ils sont à l'aise de le faire, pourquoi pas, hein. Et certes, encore une fois, hein, la tenue renvoie l'image aux autres de notre propre identité. Alors justement, pour conclure avec vous et votre site visual, on peut s'habiller désormais grâce à l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant dans ce que j'ai pu lire hein, chez vous, que j'ai pu voir également sur votre site, c'est que l'on peut choisir ses vêtements à distance par rapport à notre morphologie. Vous voyez, moi je ne suis pas un garçon véritablement fluet, à proprement parler. Donc, à votre avis, est-ce que je peux déjà m'habiller à distance pour ne pas vous renvoyer le costume tout de suite?
Alors, en gros, déjà, il y a deux aspects. Le premier, c'est que quand vous voyez un costume qui vous plaît, vous pourrez le voir effectivement porté par des mannequins de différentes morphologies. Et ça peut aider à mieux se projeter, être sûr que ça tombe parfaitement bien. Et l'autre sujet, c'est plus de créer vos propres looks. Parce que, par exemple, cette veste-là, vous aimez bien la voir avec un jean, peut-être un pantalon noir, ou une chemise d'une autre couleur. Et nous, on va permettre, en fait, à tout consommateur sur un site d'aller créer ses propres looks à partir des collections des marques. Et ça, c'est un peu comme une cabine d'essayage, mais en ligne. Et ça permet de transmettre sa personnalité, de trouver le look vraiment qui nous correspond à nous, qui peut être différent de celui qui a été shooté en studio pour faire les images sur la page produit. Et la grande tendance aujourd'hui par rapport aux costumes, cravates de l'époque, aux tailleurs pour madame, c'est casual chic, ce qu'on dit souvent, même pour un apéritif le soir, parce qu'il faut être habillé le matin pour amener par exemple les enfants à l'école. Il faut aussi être prêt à continuer sa journée au bureau, comme d'aller boire un verre ensuite avec ses copains le soir, hein. Ouais, puis le casual chic à une époque, c'était vraiment connoté, on va dire, chemise sans cravate avec une veste de costume. Maintenant, ça peut être un t-shirt aussi très propre, bien repassé. Ça peut être un pull en fait à col rond, mais assez neuf, qui fait pas trop usé. Ça rentre maintenant dans le. Disons que le casual chic, en fait, la définition est en train de s'élargir vers d'autres. Une paire de baskets blanches bien lavées rentre dans le casual chic, alors qu'il y a effectivement 5-10 ans, c'était pas le cas. Merci mille fois en tout cas d'avoir pris du temps pour nous, de nous conseiller au mieux ce soir sur Monaco Info en termes d'habillement en entreprise. Eh bien, merci et excellente soirée à tout le monde. Au revoir. En cette période de vacances scolaires et pour rester dans l'ambiance textile, un détour ce soir par la Villa Saubert qui a accueilli le temps d'un après-midi des enfants âgés de 8 à 12 ans guidés par les brodeuses de l'association monégasque de fil en aiguille. Un échange passionnant autour des broderies, des costumes et des textures. Le reportage de Marie Bonnet-Blanc et Thomas Deus. Apprendre l'histoire d'un costume de scène, les techniques de conservation, partager, se costumer, c'était les mots d'ordre de cet après-midi, articulés autour d'une collection bien particulière. Ce qui est particulier, c'est qu'elle voyage. Elle est portée par des enfants, par des adultes, pendant des ateliers au sein du musée ici ou aussi en extérieur, dans les écoles, dans les maisons de retraite, dans les hôpitaux. Donc c'est une collection qui a vécu puisqu'elle avait été portée par des danseurs ou des acteurs, des comédiens, et aujourd'hui elle est portée par un autre public, par d'autres personnes. Donc elle vit encore et ça c'est assez fabuleux quand même. Costumes en tout genre, à franges ou à paillettes, c'est l'occasion pour ces fillettes d'enfiler des vêtements qui d'habitude sont inaccessibles. C'est très bien parce que dans un musée, on n'a pas l'occasion de toucher les costumes que on peut pas toucher. Et là, c'est bien, on peut les porter, on peut les toucher, c'est très bien cet atelier, j'aime bien. Place à la pratique avec les brodeuses venues échanger et partager un savoir-faire, une passion à transmettre de génération en génération. C'est des choses que l'on fabrique avec différents supports, c'est-à-dire de la soie, de la laine, du coton, du lin, de la feutrine, notamment c'est ce qu'on a là. Donc on peut faire plein de choses avec différents supports. Nous, nos générations, nos grands-mères, nos mamans le brodaient, le tricotaient. On va dire que les générations de maintenant, il n'y a plus personne qui fait ça. On essaie de transmettre, que ça donne envie au moins à des jeunes de faire ça, de perdurer la chose. Une journée intergénérationnelle qui donne le sourire. Pour ces jeunes filles, c'est l'occasion de s'enrichir et pour ces femmes, l'occasion parfaite de léguer un savoir-faire. Le soleil retrouvé, moment idéal pour l'ouverture saisonnière du Malitsiama, restaurant éphémère situé sur la nouvelle digue du Port Hercule, juste au-dessus du solarium. Un endroit atypique où se sont rendus Fabien Bonilla, Arnaud Imbert et Clélia Renaud. Le cadre est incroyable, il surplombe d'un côté le Port Hercule et ses somptueux navires, et de l'autre côté, en toute simplicité, la Méditerranée. Depuis 5 saisons, le restaurant Le Malitsiama a pris possession des lieux. Il a rouvert cette année le 1er avril, et ce jusqu'au 31 octobre. Il est possible d'y manger le midi et le soir, 7 jours sur 7. On est dans le coin depuis un petit bout maintenant. On a essayé d'apporter le petit clin d'œil pour les locaux, pour qu'ils se sentent bien. Effectivement, on est un peu à l'écart, donc on n'a pas les nuisances, on n'a pas le passage. Donc on se sent vraiment ailleurs. Et je mettrai le clin d'œil là-dessus sur une particularité on est en plein cœur de Monaco, mais on a l'impression d'être complètement ailleurs.
La carte a changé, le chef aussi. Il s'agit de Jérémy Brun. Sur son CV, entre autres, il a été chef de partie au Chantecler du Negresco ou encore à la Palme d'Or, le restaurant de l'Hôtel Martinez à Cannes. Ces deux établissements avaient à l'époque chacun 2 étoiles. Jérémy Brun a également participé à la saison 5 de l'émission Top Chef. Sa venue est une plus-value pour le Malizia Mar. On travaille que des produits frais à l'ardoise pour essayer de varier le maximum. On avance avec les saisons. Effectivement, avril, mai, il y a la volonté de certains produits. Les juin, les juillet, les août, il y a la volonté et les envies de d'autres produits. Ce sont que des produits frais. Petit clin d'œil sur la mer, parce qu'on est dedans. Donc des ceviches, des tartares, des vitello tonato et tout était fait maison. Autre particularité, l'huile d'olive vient du domaine familial de Sicile. On en est fiers, c'est un petit clin d'œil, c'est tout nouveau, c'est récent, c'est depuis cette année. On a 2 familles, on a un domaine en Sicile, c'est précisément Trippi, et on a des oliviers. Et avec mes cousins, cette année, on a fait notre huile, l'huile, la cuvée Malizia. C'est très fruité, c'est un peu pimenté. Parfait pour tout ce qui est assaisonnement, les cuissons on l'oublie, mais c'est une huile qui est magique. Le Malizia Mar possède son propre vin bio, rosé ou blanc. C'est un partenariat avec le domaine de Bergerolles, dans le Var. Pour finir, en plus de pouvoir réserver une table pour le déjeuner ou le dîner, il est possible pour des événements privatifs de réserver la partie basse du solarium. La récompense suprême pour un artiste francophone, pour un chanteur, faire l'Olympia. C'est le rêve que va réaliser l'auteur-compositeur azuréen Grégory Bakian le 5 octobre 2026. Grégory qui vient tout juste de sortir un titre hommage au grand Charles Aznavour intitulé « Désormais ». Entretien signé Émilie Rousseau. Bonsoir Grégory Bakian. Bonsoir. Merci d'être notre invité ce soir. Vous revenez sur le devant de la scène avec un nouvel EP et une tournée qui vous emmènera sur les routes de France à la rentrée. Vous avez choisi de rendre hommage à un grand artiste, Charles Aznavour. Oui, c'est vrai, avec qui j'ai eu l'honneur de travailler sur mon premier album il y a déjà quelques années. Et avec ce cover du titre Désormais que nous venons de sortir, c'était pour moi assez naturel de lui rendre hommage de par ce qu'il m'avait apporté, tant sur le plan artistique qu'humain. Oui, c'est un homme qui a beaucoup compté dans votre carrière. Oui, c'est vrai, ça a été l'un des premiers auteurs à me faire confiance quand je suis arrivé sur Paris. Et quel auteur en plus, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir croisé sa route sur mon parcours artistique, mais aussi sur mon parcours d'homme. Donc c'est évidemment quelqu'un qui m'a beaucoup apporté. À travers ce cover de Charles Aznavour, désormais, c'est aussi une façon de lui rendre hommage. Quel homme était-il et quels souvenirs gardez-vous de lui ? À l'époque où je l'ai connu, c'était quelqu'un vraiment de très humble. Il avait, j'ai envie de dire, plus rien à prouver. Sa carrière était faite. Et quelle carrière, je crois qu'il avait 80 ans environ quand j'ai eu la chance de croiser sa route. Et il était d'une humilité incroyable et très bienveillant à mon égard. Il a aussi été une source d'inspiration pour vous ? Bien sûr, il était une source d'inspiration. Jamais j'aurais pu imaginer travailler avec lui un jour, déjà ne serait-ce que le rencontrer, alors encore moins travailler avec lui et coécrire des chansons avec lui, c'est quelque chose d'assez exceptionnel et je m'estime vraiment chanceux d'avoir eu cette opportunité dans ma vie. Quand on s'attaque à un tel monument de la chanson française, qu'est-ce qu'on se dit ? Parce que vous mettez votre patte dans vos reprises et votre style. Oui, bien sûr, il y a vraiment, je ne vous cache pas, une réflexion qui s'est engagée avant de commencer à travailler sur ce titre désormais, puisqu'on voulait faire quelque chose de fidèle quand même à l'esprit de Charles Aznavour, tout en y apportant bien sûr ma touche personnelle, ma sensibilité, que ce soit en matière d'interprétation ou de création d'arrangements musicaux. Et il y a eu un mois de réflexion et au final, vraiment satisfait de ce qui a pu être réalisé. Et cet hommage que vous lui rendez ne devrait pas s'arrêter là. Il paraît que vous travaillez sur un projet d'envergure. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire plus ? Oui, bien sûr, il y a un projet de spectacle en hommage à Charles Aznavour qui débutera à partir de la fin de l'année 2025, mais essentiellement à partir de 2026, un petit peu partout en France et même à l'international, puisque Charles Aznavour avait une notoriété qui dépassait les frontières, bien sûr, de la France. Donc voilà, il y a ce beau projet qui est en préparation et dont je pourrais parler un petit peu plus sans détail d'ici quelques mois, mais c'est vrai qu'il y a un beau projet avant cette date
qui aura lieu l'année prochaine sur la scène de l'Olympia. Oui, voilà justement l'Olympia qui vous ouvre les portes le 5 octobre 2026. C'est un rêve de gosse? Ah oui, complètement. L'Olympia, c'est vrai que je crois que j'ai mis les pieds la première fois, j'avais 11 ans ou 12 ans et j'avais trouvé ça magnifique et je m'étais dit que je commençais à peine à chanter, vraiment plus par passion et par plaisir à ce moment-là, mais je m'étais dit pourquoi pas moi un jour. Je savais que j'aurais peut-être qu'une chance sur 500 000 d'y arriver et voilà, là ça s'est concrétisé il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours on a signé avec l'Olympia et là maintenant ça y est, la billetterie a ouvert et c'est devenu une réalité. Ouais, j'imagine qu'il y a beaucoup d'impatience de voir votre nom écrit en rouge sur cette salle mythique. Ouais, c'est sûr. C'est vrai qu'on pense tous à ça. C'est le rêve, je crois, absolu pour beaucoup d'artistes et j'ai hâte évidemment d'y être, mais je sais qu'il y aura beaucoup de travail en amont pour préparer ce concert et tous les autres qui interviendront avant cette date du 5 octobre 2026 à l'Olympia. Plus de 150 heures de répétition de prévues, donc il y a du boulot, donc c'est vrai que j'y vais step by step et je me concentre sur les prochains objectifs et l'Olympia c'est encore un petit peu loin quand même. Est-ce qu'une date est prévue à Monaco? La Principauté a une place particulière dans votre cœur? Oui, c'est vrai que la Principauté a une place particulière dans mon cœur. C'est mon deuxième pays, c'est l'endroit dans lequel je me sens le mieux au monde. À chaque fois que j'ai l'occasion de venir m'y ressourcer et retrouver mes amis ici, c'est l'endroit où je me sens vraiment bien. Donc oui, il y aura une date en Principauté, elle est en préparation. Je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, encore une fois, parce que rien n'est signé au moment où je vous parle, mais il y aura évidemment une date en Principauté de Monaco. De bien beaux projets. Donc Bakian chante Aznavour, c'est le nom de votre tournée qui débutera à la rentrée. Et puis on n'oublie pas la sortie de votre nouvelle EP Passion le 5 juin prochain. Merci à vous, Grégory Bakian, d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. C'est gentil, merci à vous. Coup de projecteur à présent sur cette journée de sensibilisation au hand-fauteuil proposée hier par l'AS Monaco Handball. Qui étaient les participants? Comment cette journée s'est-elle articulée? La réponse dans ce reportage de Frédéric Elion sur des images de Marie-Ève B. Du handball pour tous. Jeudi, l'AS Monaco Handball organisait dans sa salle de l'espace Saint-Antoine une journée de sensibilisation au hand-fauteuil, un sport en plein essor qui ne figure pas encore au programme des Jeux paralympiques et que les jeunes licenciés du club ont pu découvrir. L'idée est née d'une rencontre avec Franck, et qui a eu une amitié aussi très rapide avec le personnage. Et alors moi, ça fait longtemps que ça me trottait de pouvoir mettre en place ce genre de pratique, parce que ça existe à la Fédération française de hand depuis un petit moment. Donc on voulait le mettre en place. Après, il faut bien évidemment les conditions, le matériel, les personnes compétentes pour pouvoir le faire. Et il s'avère que cette rencontre a fait qu'on a pu mettre en place cette initiative. Les jeunes du club âgés de 12 à 17 ans ont donc pu découvrir le hand-fauteuil en plusieurs temps. En début de séance, il faut se familiariser avec le fauteuil grâce à des exercices de manipulation et de déplacement. Puis ensuite place à des petits jeux avec ballon avant des mini-matchs pour s'amuser. Le tout grâce au conseil d'un para-athlète complet et spécialiste de ce sport. C'est une discipline qui est relativement récente, notamment au niveau international français, puisque l'équipe de France a commencé à exister en juillet 2023. Moi j'ai fait partie du premier stage de l'équipe de France, donc moi je suis plus sur du hand à 6 et là à l'international ça se dirige sur du hand à 4. On a 3 heures avec les jeunes et puis après on aura 2 heures et demie à peu près avec les adultes pour que justement tout le monde puisse voir ce que c'est, s'initier, comprendre ce que c'est que de jouer dans un fauteuil, voir que c'est possible de continuer à faire du sport même si on a un accident de la vie, une maladie, peu importe. Grâce au club handball des Collines qui a fourni les fauteuils, les jeunes licenciés de l'ASM se sont pris au jeu et ont passé un bon moment. C'est intéressant, c'est compliqué, c'est un peu physique pour les bras et tout. Ça change du hand normal, mais ça c'est intéressant à découvrir autre chose. C'était bien, mais il faut bien coordonner les mains. Et du coup, Et pour faire les dribbles aussi, c'est difficile, vu qu'il faut faire un coup à droite, un coup à gauche. Donc du coup, c'est assez difficile.
Mais est-ce que ça t'a plu quand même cette expérience? Oui, c'était très bien, je trouve. Objectif pour l'AS Monaco Handball, réitérer ce genre d'événement tous les ans et pourquoi pas, à terme, obtenir des aides pour monter une équipe de hand-fauteuil. Comme le veut la tradition, on termine ce journal par les instantanés du jour consacrés au retour pour quelques heures du soleil au-dessus de la principauté. Les photos sont signées Manuel Vitali. Puis dans un instant, n'oubliez pas votre météo, ô combien importante pour profiter au mieux, on l'espère, de ce week-end de Pâques. Météo signée Sarah Inkari, suivi, comme tous les vendredis, de votre après-JT consacré ce soir à la prestigieuse école hôtelière de Lausanne, avec qui la Société des Bains de Mer a récemment signé un accord de partenariat. On se retrouve demain, 19h, pour un tout nouveau journal. D'ici là, belle et bonne soirée à toutes et à tous. Et plus que jamais, vous le savez, vous êtes bien sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous, j'espère que vous avez pu profiter du beau temps aujourd'hui car la présence du soleil sur la Côte d'Azur est de courte durée en ce mois d'avril. Demain, le ciel se couvrira progressivement le matin et les nuages s'épaissiront dans l'après-midi. Il est possible que des averses tombent en fin de journée. Attention aussi aux fortes rafales de vent. Du côté des températures, la minimale sera de 13 degrés et la maximale de 16. Et nous penserons à souhaiter en ce 19 avril une bonne fête au Emma, un prénom qui signifie entier universel. Excellente soirée à vous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.